Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues, moi j'ai des souvenirs que en 2020, en 2021, tous les jours à 20h, les Français allaient à leurs fenêtres et ils applaudissaient nos soignants. En démarrant ces quelques mots que je voudrais prononcer devant vous, je pense que ça amène chacun à un esprit de responsabilité. D'ailleurs, le même état d'esprit, Madame la Présidente, qui a prévalu dans la commission que vous présidez, puisque nous sommes allés au bout des débats, 3 jours, 800 amendements, il y en avait 2000, certes, cher Pierre Dharréville, mais qui a été le bourreau, si ce n'est que le président de la commission des finances, et vous dire que, oui, beaucoup d'amendements n'ont pas été retenus, et vous dire que ces débats ont permis d'avoir des échanges au fond. Je me souviens très bien de ce qui a été dit sur le grand âge. Alors, Monsieur le ministre François Braun, et je dis ça en m'adressant à vous, je m'adresse naturellement à vos collègues de votre ministère, vous êtes à la tête d'un ministère qui est un peu grand corps malade, qui a souffert de tant d'errance pendant 20-30 ans, et qu'on commence à reconstituer brique après brique. Un grand ministère qui est naturellement important puisqu'il correspond à une des priorités principales des Français. Vous avez voulu mettre la prévention dans vos priorités absolues, vous avez raison. Et rendez-vous de 25, 45, 65 ans, on oublie aussi tous ces 20 consultations normalement pour tous les enfants jusqu'à 18 ans, mais il faut aussi, Monsieur le ministre, qu'au-delà de ces rendez-vous, qu'ils soient effectivement réalisés. Parce que les économies de la prévention d'aujourd'hui, naturellement, ce sont les soins curatifs après. L'accès aux soins, un sujet dont on a parlé tellement de fois. Et personne ne peut donner de leçons à personne, me semble-t-il. Et je n'ai pas oublié les années désastreuses 2012-2017. Le numerus apertus a été créé, enfin on forme plus d'internes. On aura d'ailleurs des problèmes de formateurs dans les facultés, disons les choses clairement. Il y a des avancées certaines, importantes. La délégation de tâches, qui était un gros mot jusqu'il y a quelques jours. Et ça y est, Thomas Mesnier appuyait beaucoup, Stéphanie Rist également. Cette délégation de tâches, oui, le médecin, l'équipe médicale est en capacité de faire beaucoup plus de choses. Et je vous le disais, Monsieur le ministre, en commission, la révolution, c'est-à-dire 7 ordres de médecins, d'infirmiers et tous les autres qui ont décidé enfin d'expliquer qu'on pouvait changer les fonctionnements est, me semble-t-il, une très belle voie. Bien sûr, les PADU, Agnès Firmin-Lebaudon en a parlé, ces médecins étrangers qui travaillent depuis si longtemps et qui n'ont pas le droit d'exercer. Eh bien, avançons, accélérons. Il y en a 2400 qui peuvent aller dans nos territoires. Nos internes, et ne faisons pas nos internes des mercenaires cette 4e année, si c'est une belle idée, elle doit être parfaitement aboutie en discussion avec les syndicats d'internes. Je sais que vous employez, Monsieur le ministre François Braun, mais il faut pour cela bien les rémunérer et pas leur dire « on va vous sanctionner dans tel ou tel endroit ». Il faut pour cela les accueillir avec des maîtres de stage, pas assez nombreux. Et c'est tellement compliqué de devenir maître de stage, chacun le sait. Le cumul emploi-retraite, sur lequel on a beaucoup avancé. Et puis, Thomas Mesnier en parlera après moi, la régulation d'installation. Oui, pas la coercition absolue, ça ne marchera pas. Mais la régulation d'installation, on est en capacité, d'ailleurs sur tous ces bancs, que les masques tombent. Chacun dans ses circonscriptions vous dit toute la même chose. On est capable de le faire si tant est qu'on le fasse de façon organisée. Donc le chemin est devant nous. Ce chemin, il faut l'emprunter parce que les Français attendent. Et Monsieur le ministre, par exemple, sur les soins non programmés. Les soins non programmés, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi? Ce sont des femmes et des hommes qui n'ont plus de médecin traitant. Et lorsqu'il y a des professionnels qui sont coordonnés, par exemple, dans une communauté professionnelle de santé, eh bien, ces soins non programmés, ils doivent être remboursés par l'assurance maladie. Parce que ce sont des médecins qui acceptent, malgré leur clientèle, de dégager un peu de temps chaque jour pour faire en sorte d'accueillir de nouveaux patients. Et je compte sur vous pour qu'on y arrive. Et enfin, je compte sur vous pour que tout ce qui a été voté auparavant sur des textes, celui de Stéphanie Rist, par exemple, sur ce qui a été fait, vous le savez, sur les tarifications, sur les intérims. Il y a des textes qu'on a votés pour lesquels les décrets d'application ne sont pas sortis. Il faut aller au bout du chemin. Donc, vous voyez, le chemin est devant nous. Mais ce chemin, on peut l'emprunter avec un peu de sérénité, si tant est qu'on soit en capacité, par-delà les clivages, d'avancer ensemble. Un sujet l'Ondam. Alors, c'est vrai que j'ai bien écouté ce que disait Jérôme Guedj. Je ne vais pas le ramener à tous les taux d'Ondam, mais c'était très bien fait par Thomas Mesnier. Oui, moi je suis vigilant, vous voyez, avec 3,7, donc 4,1 à l'hôpital. Certes, il y a des filets de sauvegarde pour l'hôpital, mais Monsieur le ministre, je suis persuadé que dans la construction de votre budget 2024, il faudra que l'on vous aide à être plus entendu à Bercy. Parce qu'on ne peut pas simplement déplorer le fait qu'on n'ait pas suffisamment de moyens et pas se donner les moyens.
Et il faudra un Ondam plus solide, parce que les 20 milliards qu'on a mis sur la table pour l'hôpital, très bien, ce n'est pas uniquement l'affichage des 20 milliards. Où sont véritablement les investissements? Est-ce que la dérive de l'inflation a été prise en compte? Non, elle ne l'a pas été encore. Et on vous aidera. En tout cas, vous compterez sur les démocrates, mais je suis persuadé que sur tous ces bancs, on ne pourra pas tenir des propos différents. Et cet Ondam, s'il n'est pas au niveau qu'on aurait pu encore espérer, il nous permettra, me semble-t-il, d'arriver à un certain nombre de résultats. Sur l'autonomie, je dis à votre voisin et collègue Jean-Christophe Combe que c'est vrai que les socialistes vous regrettez beaucoup, vous avez raison. Parce que moi, j'attendais 2014, 2015, 2016, la grande loi sur l'autonomie. Toujours attendue, toujours annoncée, toujours promise. Jamais venue, jamais venue. J'étais parlementaire, je m'en souviens très bien, et je me souviens très bien de ces promesses non tenues. Et vous le savez parfaitement, Jérôme Guedj. En revanche, les propositions que vous avez faites en commission d'affaires sociales, certaines doivent être retenues. D'ailleurs, ce texte, Madame la Présidente, il y a un certain nombre de choses qui ont été prises en compte. Et moi, j'attends des ministres qui sont devant nous qu'au final, sur ce texte, quelles que soient les modalités de vote, elles soient intégrées. C'est ça, la construction. C'est un peu différent. J'ai connu tellement de PLFSS où quasiment les amendements, même quand ils étaient dans la majorité, je vous mets très à l'aise, même quand on était dans la majorité, ils n'étaient pas toujours pris en charge et pris en compte. Donc, on a devant nous une véritable responsabilité. Sur les médicaments, là, le gouvernement nous a entendus et on peut dire l'article 30. L'article 30, c'est, vous savez, le référencement. On avait imaginé un truc dingue, un appel d'offres. Et puis, tout d'un coup, c'était la Caisse d'assurance maladie qui allait être le grand distributeur de médicaments et qui allait envoyer ça dans les pharmacies. Alors, pendant 2 ans, on a dit « Merci les pharmaciens, vous êtes là, vous avez fait un boulot formidable ». Et puis après, on disait « Non, les génériques, on s'en occupe, on s'occupe de tout ». Le gouvernement a entendu. Bravo, pour une raison, mes chers collègues. On ne peut pas d'un côté dire 85% des médicaments sont fabriqués en dehors d'Europe, verser des larmes de crocodile, dire qu'il n'y a plus d'industrie des médicaments, et puis de l'autre côté, faire en sorte qu'on crée des conditions d'accélérer cette délocalisation. Et là, le gouvernement a entendu. Et dans la balance du commerce extérieur, je regarde mon ami Maillard et Sylvain qui ne me dira pas autre chose. Mais monsieur le ministre, sur l'article 29, sur la fameuse clause de sauvegarde, qui est un truc inventé il y a quelques années, depuis 2004 à Bercy, un truc très bien. Mais heureusement, vous avez été là pour faire l'arbitrage et moi, je vous en remercie. De ne pas avoir intégré les dépenses de Covid dans cette fameuse clause de sauvegarde, mais juste un petit bémol. J'ai bien vu que c'est pour 2023. Nous serons d'une vigilance redoublée pour les années qui viennent. D'ailleurs, le président de la République, dans sa grande déclaration sur la stratégie nationale de santé et du médicament, pour 2030 a dit « il faut insourcer, en clair, fabriquons à la française ». Et il y a un sujet auquel on s'attaquera tous, et je regarde Luc Lamiraud, le grand spécialiste devant tous, c'est le problème de la libération. C'est que les médicaments sont fabriqués à l'étranger, on met une petite étiquette pour dire qu'ils sont fabriqués en France, et tout va bien, et le tour des passe-passe de Gérard Majax est réussi. Mais non, ça ne marche pas. Donc vous dire, monsieur le ministre, que nous serons à vos côtés. Sur la biologie médicale, notre groupe en responsabilité a souhaité que ce soit les laboratoires qui réellement ont pratiqué les tests Covid, mais pas simplement le prélèvement, on fait l'analyse qui apporte la contribution. Ça me paraît plus juste. Attention, c'est une profession qui s'est considérablement regroupée, vous le savez, et la qualité qui était voulue par la loi Bachelot, par Michel Ballereau, cette qualité va se dégrader au fil des ans si on n'y veille pas, et de même sur la radiologie, mais chacun doit participer et faire un effort si l'effort est réparti de façon juste. Je voudrais terminer avec un mot qui me paraît essentiel, c'est sur l'efficience et la gouvernance de l'hôpital. Chacun sait bien qu'on ne pourra pas continuer, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les ministres, sur la gouvernance telle qu'on la vit à l'heure actuelle. Qu'on a un système complètement à réorganiser. À un moment, le médecin mandarin dirigeait tout. Puis après, on a dit, on a mis des administratifs. Et non, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que quelqu'un du corps médical et des administratifs fonctionnent ensemble. Et puis, il faudra trouver un moyen de faire en sorte que les patients soient associés à tout cela. Parce qu'on ne pourra pas continuer, d'ailleurs, c'est un peu l'esprit du Conseil national de la refondation, on ne pourra pas rester sur une modélisation hospitalière telle que celle que l'on connaît. Et vous aurez cette maison à construire, monsieur le ministre. Et je suis persuadé que sur ces bancs, par-delà les clivages, on trouvera là encore les chemins parce que, pour moi, c'est essentiel. Et le dernier mot, c'est concernant le numérique et cette fameuse application dont j'espère que chacun des parlementaires a pu la télécharger. L'efficience des soins, oui, l'efficience des soins, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas diminuer les soins pour les diminuer, c'est faire en sorte que maintenant, dans les applications numériques tellement formidables, que l'on peut savoir parfaitement qui a fait quoi, à quel moment, est-ce que oui ou non, on a apporté le meilleur soin pour la personne, de faire en sorte que le parcours soit optimisé pour chacun. Pour toutes ces raisons,
Nous vous aiderons dans ce débat parlementaire. Nous vous remercions de nous avoir entendus et surtout de nous entendre encore. Merci beaucoup.